Frédérique Soulard est herboriste, petite fille d'herboriste, comédienne et conteuse. Nantaise d'origine, passée par l'étranger puis par Paris pour son école de théâtre, elle a vécu 10 ans en Ardèche, perchée en haut d'une colline, avant de revenir sur ses terres dans le quartier nantais de Zola-Chantenay. C'est là, il y a quelques années, qu'elle a pris le pinceau pour créer Belle de bitume. Des promenades sensibles au cœur de la ville, à la découverte des herbes dites folles, de leurs noms et de leurs histoires. Poésie du vivant sur un bout de trottoir. Ah ben voilà. Ah mais il y a plein de verres. On va aller là. Je suis conteuse depuis une trentaine d'années, presque. Et avant, je travaillais dans l'herboristerie de ma grand-mère. Et il s'est trouvé que dans ma vie, parfois dans nos vies, les choses s'emboîtent. Et j'ai dû réunir cet amour que j'ai pour les mots, pour les histoires et pour les plantes. Et j'ai eu l'idée, mais c'est pas venu d'un coup, d'écrire le nom des plantes, des petites plantes sauvages pour que les gens puissent enfin les voir. Peut-être un peu les identifier, mais c'était assez long à apprendre. Voilà, qu'ils puissent reconnaître les petites plantes et voir qu'elles ont toutes des noms et voilà, que tout ça palpite. Et là, entre le béton et le bitume, il y a des petites fissures avec de la terre et les graines qui arrivent portées par le vent ou sous les semelles de nos chaussures, hop, germent et ça fait une plante verte. Je crois que c'est de la famille des Papaveracées, comme les pavots. Celle-ci, elle a un jus jaune. Et ce jus jaune, on le met sur ses verrues. Tac, voilà, régulièrement, et ça fait partir les verrues. Donc c'est kélidoine ou herbe à verrues. Et donc si on regarde, eh ben, à côté, donc on a de la kélidoine. Ici, on va voir une petite céreste. Et ici, on a un senson. Alors j'écris aussi son nom. Quand j'étais petite fille, à un moment, j'ai habité à Madagascar et je me rappelle que j'étais amoureuse de l'arbre qui était juste à côté de la maison. C'était une relation, on va dire secrète, puisque c'était pas moi qui étais censée m'intéresser aux plantes dans la famille. Et je vois tout au long de ma vie des petites choses comme ça, mais c'était un secret entre moi et les plantes. Et ce qui est beau dans les noms des plantes, c'est que ça porte une histoire. Celle-là, elle s'appelle senson, comme sénescence. Parce qu'une fois que cette fleur jaune a été fécondée, elle va faire des petites graines qui vont être portées par le vent, portées par une petite ailette blanche, comme des cheveux blancs. Donc senson, sénescence. C'est parce qu'elle est vieille, un jour. Ses cheveux sont blancs. Et ce dont je me souviens, quand je travaillais à l'herboristerie avec grand-mère, dans les années 80, et avec mes sœurs aussi, c'est que j'avais une façon particulière d'aborder les plantes. Par exemple, j'ouvrais le tiroir d'aspérule et je touchais la feuille et je sentais l'odeur de coumarine un peu spécifique. J'adorais mettre ma main dans le buis ou l'uva ursi busserole parce que ça faisait des feuilles un peu lourdes, un peu denses comme ça. Mettre la main dans le tiroir de bruyère. Et je faisais aussi un truc, j'ouvrais les tiroirs et j'essayais de deviner ce que c'était à l'odeur. Et j'y arrivais pas toujours. Mais ce que je comprends, parce que je connais les plantes, mais je suis pas une botaniste, au niveau des plantes médicinales, c'est pas mon métier que de soigner ou de conseiller les gens. Mais quand je pense à ça, là, cette idée d'essayer de reconnaître les plantes à l'odeur ou d'avoir du plaisir à mettre la main dedans et à sentir la texture, ça doit être ça, ma spécificité dans la relation. Donc des fois, je suis là, je vois mon petit jardin ou je vois une prairie ou je sais pas quoi, j'ai dit Frédérique, allez. Et du coup, je fais aller et je m'ouvre. Et je m'ouvre à la vie, c'est-à-dire que quand je fais attention, parce que je fais pas toujours attention, tac, pouf, c'est comme si ça changeait de niveau d'énergie. Et je vois que ça vit, ça fait... C'est ça que je fais, c'est-à-dire que je le fais plus consciemment qu'avant. Ces plantes-là, on les appelle les adventices. C'est leur nom, on va dire, scientifique. Adventices, ça veut dire elles adviennent, elles arrivent sans qu'on leur ait demandé. Donc on va les appeler aussi les mauvaises herbes. En plus joli, on va les appeler les herbes folles ou les petites sauvages. Mais voilà, on dit adventices.
Donc elles poussent le long des trottoirs, mais les adventices, ça va être aussi celles qui poussent dans les champs de blé, sans qu'on leur ait demandé de venir. Hein. Quand je suis arrivée en Ardèche, j'étais particulièrement sensible. C'était au début des années 90, j'étais obligée de fuir la ville parce que c'était beaucoup trop, comment je pourrais dire, zigzagant en énergie, beaucoup trop bruyant, quoi. Et quand je suis arrivée en Ardèche, comme j'étais dans un état d'hypersensibilité, lorsque je marchais dans les forêts, j'entendais la musique des arbres. Et je me disais, tiens, c'est là que les musiciens vont chercher leur symphonie. Donc j'avais cette relation-là d'entendre le végétal à un autre niveau. Et ça, à l'époque, j'aurais sûrement pas osé le dire. Par exemple, une fois, je me suis trouvée avec une femme et elle nous faisait prendre les arbres dans les bras, que je fais depuis longtemps. J'ai d'ailleurs mon petit carnet. Et dans mon petit carnet, je prends les arbres dans mes bras, j'essaye de sentir cœur à cœur. Bon, je suis pas toujours au top, hein. D'ailleurs je suis pas tellement sûre de ce que je sens, mais je note dans mon carnet. Et je sais qu'il y a des arbres qui sont plus masculins, d'autres qui sont plus féminins, certains sont sucrés, certains sont des guerriers. Je peux même dire que j'entends la stridence des résineux. Ça, c'est assez aigu. Voilà, que le chêne vert est quand même un peu plus guerrier que le chêne Cécile. Et du coup, cette fois-là, sa proposition était de prendre un arbre dans les bras. J'en avais l'habitude et j'ai pris un arbre dans mes bras et j'ai senti la joie en moi. Mais je me suis dit, mais ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? C'est quoi cette joie ? C'est l'arbre ? C'est moi ? C'est la relation ? Et je crois, ce qui est important, c'est juste d'être à l'écoute justement de ce qu'on sent. Je balaye, acte chamanique de dégagement du quotidien, on rentre dans l'univers merveilleux du vivant. Et cette idée d'écrire le nom des plantes sur le bitume, ça m'est venu quand je suis arrivée d'Ardèche, je suis revenue à Nantes qui est ma ville, et je dis, franchement, il y a beaucoup de bitume, c'est quand même pas normal qu'ils mettent autant de bitume, ils devraient mettre de l'herbe. Et je me disais, là-haut, là, sur la place qui est en haut de ma rue, devant l'église, ils devraient mettre de l'herbe avec une vache, et les enfants qui vont à l'école, comme ça, ils pourraient voir la vache. Donc je crois que c'est des idées qui me dépassent, qui sont de l'ordre de l'enfance, d'un rêve d'enfant, et puis qui tout d'un coup font leur chemin dans ma vie d'adulte, et je traduis ça en créant, c'est un peu comme un rêve, en créant un rêve. Dans mon quartier de Chantenay, à Nantes, un botaniste lettré, aussi savant qu'anonyme, a redonné leur nom aux herbes sauvages des rues. C'est par ces quelques mots, postés par un habitant sur les réseaux sociaux, que le buzz autour de Belle de Bitume a commencé. Buzz à l'époque, Frédéric Soulard ne savait même pas ce que ça voulait dire. Très vite, son initiative a suscité l'intérêt des médias, d'abord locaux, puis nationaux et internationaux. Petit à petit, d'autres villes lui ont demandé de venir écrire le nom des plantes sur leur trottoir, afin de participer à raviver le regard sur les plantes et retisser avec elles un lien d'émerveillement et de proximité. Belle de Bitume, pour moi, c'est une histoire de rencontre. Donc déjà, c'est la rencontre de soi-même avec son territoire. Donc à partir du moment où il y a des plantes, où on sait qu'elles ont un nom, et qu'on est chez nous, on marche dans notre rue, dans notre quartier, dans notre ville, il y a un territoire qui se définit et qu'on peut observer. C'est ça qui est intéressant, parce que sinon on marche dans la rue comme si on n'était pas chez nous, et en plus c'est quelque chose qu'on partage. Le fait qu'on écrive le nom des plantes sur le bitume, je crois que ça a plu à la plupart des gens, et ça touche parce que c'est un peu mystérieux d'abord, même si ça commence à être connu. C'est un peu mystérieux et ça fait plaisir. C'est déjà arrivé, des gens viennent « Oh, mais je suis trop contente que vous passiez devant chez moi !» Mais ça donne aussi des gens qui disent « Ouais, qu'est-ce que vous faites ? C'est du vandalisme et tout. » Et alors moi, je suis trop contente. Une fois, il y avait des gens très en colère et je dis « Mais c'est mon métier, monsieur. » Ça permet aux gens de se réapproprier déjà leur ville, leur trottoir. Ça leur permet aussi d'essayer leur regard. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont nommé une plante, ils ne vont pas s'en rappeler tout de suite, mais voilà, ils savent qu'elle est là. On reparle aussi la même langue. Du coup, moi, j'y vois une triangulaire. Les plantes, les noms, les gens.
Et du coup, tout ça, ça circule. Les plantes, les gens, c'est du vivant. Et le nom, ça va être une façon de se partager le monde. Et du coup, la ville devient un territoire vivant, habité, peuplé. Et non seulement on reconnaît les plantes, mais si en plus on met leur nom, eh ben c'est comme si on les baptisait. On dit « je te reconnais ». Je te salue, je te remercie d'être là, je te trouve plutôt jolie, je te connais, je te donne un nom. C'est-à-dire, par exemple, quand on marche dans la rue, il y a plein de gens, on les voit dans leur identité, dans l'onde que dégage chacun d'entre eux. Et puis, plus on les voit souvent, plus on les connaît, plus on s'en approche, plus on connaît leur nom. Et une fois qu'on connaît leur nom, on les cerne encore mieux. Et ils prennent plus d'existence. Ils ne sont pas juste comme un petit coup de vent qui passe. Et s'agissant des plantes, c'est juste des trucs verts, là, sur le bord. Bon, c'est pas mal, hein, c'est un peu vert, ça pousse. Mais à partir du moment où on connaît le nom, c'est différent. C'est-à-dire, là, j'ai un voyage que je fais. Ah, tout d'un coup, ce laitron-là, dis donc, comme il a poussé depuis la semaine dernière. Mais c'est super, là, il y a du... tiens, il y a de la mâche, ou il y a du pourpier. Dis donc, il y a du pourpier qui pousse. Dis donc, c'est un pied de tomate. Alors, c'est même pas sauvage, mais il arrive que tout d'un coup, il y a une graine échappée de je ne sais où, tu vas avoir un pied de tomate qui va pousser dans la ville. Si tu marches dans ma peinture, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça va, on est sauvés. Laitron ? Le laitron, non. Celle-là, c'est une calmante. Le pâturin, pâture, c'est pour la pâture, c'est pour les herbivores. Sinon, le pissenlit, mais en ville, il ne faut pas le manger, là, parce qu'il y a votre chien qui vient faire pipi dessus. Oui, c'est ça, mais ça les nourrit, ceci dit. Hein. Mais le pissenlit, en campagne, là-bas, ça y est, commence à être fleuri. Mais ça, on fait des super salades. Et avec la fleur, on fait de la confiture. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre le nom populaire. Bien sûr, le nom latin, c'est plus pratique parce que c'est le même nom tout autour de la terre. Mais les noms populaires, c'est un nom de quartier et c'est des noms qui parlent, qui résonnent. Par exemple, le pissenlit, ça s'appelle pissenlit parce que ça fait faire pipi au lit. La ruine de Rome, c'est parce qu'elle va pousser dans les vieux murs. La bourse à Pasteur, en plus c'est drôle quoi. La bourse à Pasteur, ça fait comme deux petites bourses comme ça. Ça ressemble aussi à un cœur dans l'autre sens. Ce sont des noms qui racontent des histoires et ça ouvre en poésie. Parce que le nom ouvre en poésie aussi. Alors ce qui est touchant, c'est par exemple la ruine de Rome. J'espère qu'on va en voir tout à l'heure. Elles se mettent dans les vieux murs. Alors où elles sont belles, c'est qu'elles font comme ça. C'est une jolie petite fleur mauve. Elles sont au soleil. Je fais la ruine de Rome. La ruine de Rome est au soleil. Elle attend qu'un insecte vienne la polliniser. Une fois que la fleur est pollinisée, ça va se transformer en graine. Et là, elle va se retourner. Et elle va cracher la graine dans le mur pour pouvoir continuer à pousser d'une année sur l'autre. Bon, marchons. Frédérique Soulard le dit elle-même, Belle de Bitume est arrivée au bon moment. Au moment où d'autres initiatives naissaient autour du végétal. Au moment où les municipalités arrêtaient de traiter chimiquement les mauvaises herbes pour se contenter de les couper. Très vite, la ville de Nantes lui a apporté son soutien. Désormais, des actions similaires ont fleuri dans d'autres villes. Près de chez elle, une association récupère des plantes dans les cimetières pour fleurir les rues. Un groupe nantais de pop végétal nommé La Botanique dédie des chansons aux plantes. Des ateliers éclosent autour des plantes comestibles, des réseaux se tissent autour de la production de plantes médicinales. Mais Frédérique Soulard garde sa patte, s'intéresser uniquement aux petites sauvageonnes. Avec son pinceau, c'est elle qu'elle souligne, elle qu'elle montre à voir. Quand j'écris sur le bitume, c'est un acte pédagogique. Dans un premier temps, c'est ce qui est apparu pour certains. Quand je passe le pinceau à des gens pour qu'ils écrivent, c'est aussi un autre acte, c'est au-delà du pédagogique. Tout d'un coup, ils ont la responsabilité, la chance, l'audace, le côté rébellion, le côté poétique d'écrire sur leur trottoir. Ou l'autre fois, je suis allée avec des amis, elles m'ont dit j'ai un copain dans le quartier, on va écrire devant chez lui. Donc c'est aussi un cadeau. Donc c'est aussi une relation avec les gens. Ça va donner, on ouvre la porte de l'émerveillement. Donc je me rappelle une fois, j'avais joué à Paris et tout d'un coup, il y a un monsieur de 50 ans qui s'approche du mur et il dit « Oh, comme elle est belle !» Et c'était une petite ruine de Rome qui poussait dans le mur. Mais je veux dire, la semaine d'avant, le mec, il se serait jamais penché devant une toute petite fleur comme ça qui pousse dans un mur. Je me rappelle d'une fois,
C'était trop drôle. Parce que j'ai un spectacle qui dure un certain temps, je commence à raconter des contes, je donne une leçon de botanique mimée, enfin, on s'amuse, on est partis, on regarde les plantes à la loupe. Donc on est tous un peu allumés, je vais dire. Et à un moment donné, je leur dis, regardez, il y avait plein de prêles sur un petit talus là. Je disais, regardez, vous voyez le chant de la prêle? Et tout le monde faisait oui, oui. Et on était à côté des poubelles, dans les odeurs de poubelles, et tout le monde a vu que la prêle chantait. Du coup, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui bascule, quoi. C'est comme si on passait de l'autre côté du miroir. Je ne comprends pas comment, à un moment donné de notre histoire d'humain, on a pu perdre à ce point le contact avec cette vie qui s'exprime, cette vie qui vit. Et nous, on est là avec l'impression que nos neurones, c'est les rois du monde. Mais ça, c'est incroyable. Les fleurs, il y a des orchidées, l'orchis apis a une fleur qui ressemble à une abeille et fait une odeur d'abeille pour attirer d'autres abeilles, pour se faire polliniser. Mais nos petits neurones, enfin moi j'aime beaucoup notre intelligence, mais nos petits neurones, ils ne peuvent pas inventer ça. C'est comme si pas après pas, on rentre dans la conscience de cette chose extraordinaire, de ce qu'est la vie. Mais je m'intéresse maintenant aussi aux vieilles plantes, ce que je ne savais pas faire avant. Et l'autre jour, j'étais chez moi avec mon hortensia dans mon jardin, dont je ne coupe pas les vieilles fleurs, elles deviennent marron. Elles partent en dentelle en hiver et après elles se délitent. Et là, j'ai des vieilles et des neuves qui poussent. Et l'autre fois, j'étais avec une copine, elle dit, devant mes vieilles fleurs marron, elle me dit, bah tu les coupes pas? Et je la regarde, je lui dis, bah non. Donc là, j'ai une tige de vergerette, mais franchement, elle a échappé plusieurs fois à la mort. D'ailleurs, elle est morte, elle est desséchée. Mais elle est encore là parce qu'elle est peut-être bien. Et je l'ai même passée à la bombe dorée pour que les gens voient que c'est pas abandonné. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand je vois la hauteur de ça passait pas il y a 5 ans. Hein. Et du coup, le regard des gens change malgré eux. C'est quand même pas mal d'être conscient, de voir soi-même, de savoir ce qu'on pense et ce qu'on a pensé, de dire tiens, j'ai changé. Parce que moi aussi qui défends les mauvaises herbes, j'ai changé de regard par rapport aux mauvaises herbes. Celle-là par exemple, quand les gens coupent devant chez eux, ils la laissent. Parce qu'on n'aime pas quand ça fait brouillon, mais on aime bien quand ça a l'air d'être civilisé. Donc ça c'est brouillon, ça fait sauvageon, mais ça fait bien. Celle-là c'est une plante qui vient du sud, c'est la fausse valériane, ou 130. C'est une calmante. Et elle est du plus bel effet. Donc les gens la gardent devant chez eux. Et elle fait des trop jolies fleurs. Je souligne avec mon pinceau blanc la vie qui est là. Et je ne la touche pas, ou très peu. Hein. Et ce qui sera intéressant, c'est que là, dans la rue, effectivement, on a pour habitude, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus, de trouver que quand les quartiers, les plantes sauvages poussent, les quartiers sont à l'abandon. Il y a quelque chose qui est comme ça dans nos têtes. Le centre-ville est propre, donc ça fait centre-ville, ça fait bourgeois. Les quartiers sont à l'abandon, personne ne s'en occupe et c'est plein de mauvaises herbes. Or, c'est pas ça. Nous devrions les laisser pousser partout et nous en occuper. Donc, couper celle-ci, couper celle-là, pour qu'on voit mieux celle-ci, pour qu'on voit mieux celle-là. Peut-être pour certains, semer une plante qui vient de l'extérieur, mais laisser aussi la liberté des plantes. Et du coup, ce serait une sorte de négociation. Et c'est sans doute comme ça que nous, les humains, nous devrions vivre dans ce jardin qui est la Terre, en négociant sans cesse. Parce qu'on pourrait ne manger que des plantes sauvages, mais les plantes cultivées, c'est quand même bon aussi. Donc ça pourrait être une négociation tout le temps, admirer ce qui est là et partager. Les plantes sont vivantes. Elles sont là, discrètes et diverses, au pas de nos portes. Quel temps prenons-nous pour les remarquer, pour les saluer, pour reconnaître en elles la magie et le mouvement de la vie? Belle de bitume est peut-être juste un geste, juste un peu de poésie dans le flot de la ville. Mais c'est aussi une façon d'être attentif. En nommant le monde, on entre en résonance avec lui. De quelle conscience souhaitons-nous l'habiter? Et l'acte, il est... il est informatif, ça c'est vrai, j'y tiens aussi. Mais il est aussi rebelle. Enfin, j'ai toujours l'impression de faire une bêtise quand même quand je fais de la peinture sur le bitume. Pour aller plus loin, l'Extra Lab vous invite à découvrir les livres suivants. Sauvage de ma rue,
guide des plantes sauvages des villes de France. Les plantes sauvages, le chemin des herbes de Thierry Thévenin. Dans la peau d'une plante, 70 questions impertinentes sur la vie des plantes de Catherine Laine. Et pour en savoir plus sur Belle de Bitume et connaître les dates des prochaines représentations, rendez-vous sur le site de Frédéric Soulard. À très bientôt pour de nouvelles aventures de l'Extra Lab.